Au dernier sujet de cette conférence, je ne voudrais pas abuser de votre patience. J'en avais un dernier à aborder. Je vous collerai le programme de sortie de CFA avec toutes les étapes que Pastef a évoquées. Je vous mettrai ça à votre disposition, mes chers amis. Le document s'est escamoté. Alors, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la relation entre le Niger et les États-Unis, et en particulier, et plus largement, la relation entre l'AES et la CEDEAO. Les deux sont en rapport. Les États-Unis d'Amérique sont dans une logique de duplicité envers notre patrie africaine du Niger. Parce que d'un côté, ils soufflent le chaud, et de l'autre, ils soufflent le froid. D'abord, je voudrais vous parler du chaud. Le chaud, c'est une déclaration publique du général commandant des troupes américaines d'Afrique, le général qui commande AFRICOM. Une déclaration publique de ce général a particulièrement attiré mon attention cette semaine. Dans une interview qu'il accordait à une commission du Sénat américain, devant des journalistes d'ailleurs, le commandant des forces américaines en Afrique, le commandant donc d'AFRICOM, a dit la chose suivante. Je voudrais retrouver le propos qu'il a tenu, afin que nul n'en ignore. Et puis, je vais vous montrer la contradiction, ce que maintenant ambassadeur, eh bien, des États-Unis au Niger, quant à elle, vient dire. Il y a là quelque chose qui doit alerter le peuple nigérien et les autorités nigériennes sur la duplicité inguérissable, intarissable de la puissance américaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, dans son intervention, qui est en anglais, le commandant d'AFRICOM affirme que les États-Unis ne doivent pas quitter leur base militaire au Niger parce que celle-ci est absolument importante pour préserver leurs intérêts en Afrique. Que le départ des États-Unis de leur base au Niger, leur base d'Agadez notamment, que ce départ-là risquerait de remettre en cause les intérêts américains en Afrique. Voilà la phrase, mot pour mot, du général américain commandant d'AFRICOM. Voilà ce qu'il dit devant une commission du Sénat. Et il y a un sénateur d'ailleurs qui en profite pour s'inquiéter du fait qu'on n'ait pas vu venir cette décision nigérienne de demander le départ de la base américaine. Mais de l'autre côté, à Niamey, voici que Madame ambassadrice, on peut le dire ainsi, des États-Unis, Madame Kathleen Fitzgibbon, rend visite au numéro 3 du CNSP, si je ne m'abuse, donc le général Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, lui rend visite et le CNSP rapporte les choses de la manière suivante, il y a 5 heures de temps. Niger-États-Unis, lors de leur rencontre ce 27 mars 2024, le général Mohamed Toumba et l'ambassadrice des États-Unis, Kathleen Fitzgibbon, ont abordé plusieurs aspects de la coopération Niger-USA. Fitzgibbon a mentionné la reconnaissance par les États-Unis de la fin des accords militaires avec le Niger, annonçant un futur projet pour discuter du désengagement des forces américaines. Par ailleurs, elle a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir le développement du Niger, notamment à travers l'aide de l'USAID, affirmant la volonté américaine de continuer à travailler aux côtés du Niger. Alors, il y a deux choses là. D'un côté, le général commandant les forces américaines en Afrique dit devant une commission du Sénat qu'il n'est surtout pas question de quitter leur base du Niger parce que ça voudrait dire que les intérêts américains en Afrique ne seraient plus préservés. Et de l'autre côté, Madame l'ambassadrice des États-Unis au Niger, quant à elle, vient reconnaître la décision nigérienne de fin des accords de coopération militaire et annonce un futur projet pour discuter du désengagement des forces américaines. La question que je pose à chaque Africaine, à chaque Africain, à chaque Nigérois, à chaque Nigérienne, c'est qui faut-il écouter? Le militaire commandant les forces américaines en Afrique, général d'armée, qui d'ailleurs était lors de cette réunion terrible du 14 mars, parmi ceux qui sont venus menacer ouvertement le Niger. C'est lui qu'il faut écouter ou faut-il écouter Madame Fitzgibbon, qui, bien sûr à Niamey, où elle réside, eh bien, passe la pommade et essaye de flatter
les autorités nigériennes en disant que les États-Unis sont dans une bonne dynamique. Bon, alors, de mon point de vue, il faut surtout prendre en compte ce qu'a dit le militaire. Parce que c'est ce qu'a dit le militaire qui menace le Niger. Voilà pourquoi dans le communiqué que j'ai lu sur le site du CNSP aujourd'hui, il n'y a qu'une seule phrase qui m'intéresse et qui me plaît. C'est le projet pour discuter du désengagement des forces américaines. En fait, la seule chose qu'il faille faire, c'est dresser le calendrier de retrait de ces forces. C'est la seule chose légitime. Et pour tout le reste, je voudrais rappeler ici que le Niger n'a jamais, à ma connaissance, voulu rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Il ne faut pas que l'opinion africaine confonde la fin des accords de coopération militaire avec la fin des relations diplomatiques. Même le Mali n'a jamais voulu rompre les relations diplomatiques avec la France. Non. Le Mali, en renvoyant l'ambassadeur français, a protesté contre les pratiques néocolonialistes. Il n'a pas dit qu'il voulait rompre les relations diplomatiques avec la France. Le Niger n'a jamais dit qu'il voulait rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Les ennemis de l'Afrique aiment toujours présenter les positions de résistance africaines comme étant des positions aveugles et irrationnelles. Le Niger a dit simplement qu'il met fin à la coopération militaire avec les États-Unis. C'est-à-dire que les militaires américains doivent rentrer chez eux. Le Niger n'a pas dit que l'ambassadrice des États-Unis, Mme Fitzgibbon, ne peut pas continuer à représenter les intérêts économiques, les intérêts financiers que les États-Unis pourraient avoir au Niger. Là-dessus, ce sont les accords de coopération économique, les accords de coopération financière, sociale, culturelle qui sont valables. Il existe des accords de coopération économique, des accords de coopération sociale, des accords de coopération culturelle entre les États-Unis et le Niger. Ils n'ont pas été dénoncés. Eux, ils sont toujours valables. Et il faut que nous, Africains, et notamment nos frères, notre opinion s'habitue à ce regard critique et nuancé sur les relations internationales. Le Niger n'a pas demandé la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Le Niger a demandé le retrait des forces armées américaines du sol nigérien. Et les autorités nigériennes ont demandé aux autorités américaines de leur donner le calendrier de retrait. Il n'est question que de discuter du calendrier de retrait. Et ce n'est pas un hasard si Mme Fitzgibbon est venue rencontrer le ministre de l'Intérieur. Pourquoi elle n'est pas venue rencontrer le ministre de la Défense? Pourquoi elle n'est pas allée rencontrer le Premier ministre? Parce que le ministre de l'Intérieur est de toutes les autorités. Comme il est aussi ministre donc de l'administration territoriale et de la sécurité, c'est lui qui va concrètement s'occuper d'organiser la sortie. C'est lui qui va s'occuper d'organiser la sortie des Américains du sol nigérien. C'est pour cela que Mme Fitzgibbon a été adressée au général Toumba. C'est le ministre de la Sécurité, c'est le ministre de l'Intérieur. Les troupes américaines sont à l'intérieur. Les troupes américaines sont à l'intérieur du Niger. Donc pour les faire sortir, qui s'en occupe? Qui va sécuriser la sortie des troupes américaines du Niger? Mais le ministre de l'Intérieur. Le ministre de la Défense, quant à lui, il sera là pour veiller à protéger le Niger de toute intrusion étrangère. Vous voyez, le CNSP travaille dans une répartition très logique des fonctions. Il faut que vous compreniez pourquoi c'est le général Mohamed Toumba qui reçoit Mme Fitzgibbon. S'il y avait à renégocier un accord de défense, à ce moment-là, ce serait le ministre de la Défense, ministre d'État, général de corps d'armée, Salif Oumodi, et le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangare. Ce sont eux que le président Tiani enverrait discuter. Mais là, il est question de sécuriser le départ des soldats américains. La coopération nigéro-américaine sur les autres plans, elle peut continuer. Si les Américains veulent injecter des fonds, investir au Niger, le Niger n'est pas opposé. Est-ce que nous, les Africains, on a quelque chose contre quelqu'un? Nous sommes les peuples les plus anciens de la Terre. Si tu nous respectes, on fait de bonnes affaires avec toi. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que nous, Africains, nous ayons cette souplesse de compréhension d'esprit. En même temps, le courage de dire non à ceux qui nous piétinent. L'Afrique ne dit pas qu'elle veut rompre les relations avec quelques pays du monde que ce soit. Elle veut mettre fin aux relations néocoloniales. Nous disons non aux relations néocoloniales. C'est clair ou c'est pas clair? C'est tout. Alors, Mme Fitzgibbon parle de l'aide américaine.
Le Niger n'a pas besoin d'aide américaine. L'Afrique n'a pas besoin d'aide américaine. La plupart des dollars qui sortent des États-Unis, c'est de la monnaie vide, qui est créditée par nos richesses. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide française au développement. L'aide française au développement, c'est l'argent des pays africains excédentaires qui est prêté aux pays africains déficitaires. C'est l'argent de l'Afrique. Aujourd'hui, la masse monétaire de dollars disponible dans le marché mondial est infiniment supérieure au produit intérieur brut américain. Autrement dit, les Américains font tourner à vide leur planche à billets et c'est le reste du monde qui crédite les billets vides américains par ses richesses. Donc c'est quoi l'aide américaine? Vous avez une planche à billets à Washington, vous fabriquez du dollar, vous l'amenez, vous nous le déversez, avec un taux d'intérêt prohibitif, comme l'a avoué le dictateur camerounais Paul Biya, et vous appelez ça de l'aide. Les pays africains doivent s'armer de consistance. Nous devons apprendre à résister à ces soi-disant aides. Ce ne sont pas des aides, ce sont des pièges qui nous sont tendus. Pourquoi ils veulent nous aider? Pourquoi d'ailleurs ils voudraient nous aider? Alors que leur intérêt est que nous soyons pauvres, que nous soyons faibles, pour pouvoir nous occuper militairement. Continuer à piller notre uranium, notre or, notre pétrole, notre gaz. Pourquoi voudriez-vous que des puissances qui ne vivent que de l'exploitation, du pillage du reste du monde, aident les piller? Ces puissances aident les piller, comme la corde aide le pendu. Vous avez déjà vu comment la corde aide le pendu? Le pendu est content, hein? Il a la langue qui pend, quand la corde l'a bien aidé. Donc, moi, quand je lis le communiqué, le noyau essentiel, et c'est la seule chose qui me rassure, c'est que Mme Fitzgibbon a été envoyée rencontrer le général Toumba pour que soit sécurisé le canal de sortie de ses soldats. Oui! Vous sortez par là, soit vous partez. C'est le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Administration territoriale, le général de brigade Mohamed Toumba. Lui, il est là pour faciliter votre désengagement. Il ne faut pas que vous sortiez, que vous disiez que oh, il y a un scorpion qui m'a piqué à tel endroit. Oh, il y a une aiguille qui manque. Non, lui, il est le ministre de la Sécurité. Il dit, viens, sors par là. Montre-moi ta nuque, Yankee. Retourne avec tes troupes chez toi. C'est tout. Madame Fitzgibbon, ambassadrice des États-Unis au Niger, pourra utilement apprendre auprès des Chinois à faire une politique commerciale, une politique économique, une politique culturelle sans occupation militaire du Niger. Le Niger n'a pas eu besoin d'avoir une base militaire. La Chine n'a pas eu besoin d'avoir une base militaire au Niger pour accomplir quelques-uns des projets de développement les plus phares et les plus importants. Que les États-Unis apprennent cela, que la France apprenne cela, que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, que tout le monde apprenne cela. Arrêtez de nous imposer des relations de vassalité militaire, de vassalité économique, comme condition de la coopération avec vous. Arrêtez cela. De toute façon, nous n'accepterons plus. Donc, pour ma part, les propos du commandant de l'Africom doivent être pris au sérieux. Alors que la visite de madame l'ambassadrice auprès du ministre Toumba ne doit être comprise que comme une visite pour organiser le retrait des troupes américaines. Parce que cela, les autorités nigériennes ont été claires et fermes dessus. Il n'est question actuellement que de calendrier de retrait. Ce qu'on appelle le désengagement. Vous sortez comment? Vous partez en combien de vagues? De quoi avez-vous besoin pour vous retirer sans anicroche? C'est ça les questions qui se posent actuellement. Mais les autres aspects de la coopération militaire, pardon, de la coopération diplomatique américano-nigérienne, mais ils peuvent tout à fait continuer. Mais de l'autre côté, vous aurez noté que dans l'AES, il y a eu 2 conversations importantes entre 3 grands dirigeants ces derniers temps. D'abord, il y a eu la conversation entre le président Assimi Goïta du Mali et le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Ils ont clairement précisé qu'ils ont parlé de la sécurité dans la région ouest africaine et de ce que leur alliance peut faire pour renforcer la sécurité. Il y a eu un deuxième coup de fil qui ne doit pas avoir échappé à l'Afrique des libertés. C'est un échange entre le président Abdourahmane Tiani du Niger et le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Là encore, les 2 hommes d'État ont parlé de sécurité. Que faut-il en déduire? Au regard de la menace qui a été formulée
par le commandant de l'Africom. Mais ils ont parlé de ce que l'Alliance des États du Sahel doit faire pour ne pas être facile à agresser par l'impérialisme américain et ses suppôts locaux. Je recommence une deuxième fois. Ils ont discuté nécessairement des dispositions à prendre pour que l'AES ne soit pas brutalisée comme la Libye l'a été. J'écoutais une émission sur le site Le Média, animée par notre frère le journaliste Kwamo Théophile, et dans laquelle il a invité l'ancien ambassadeur français le Normand. Ce monsieur ne s'est pas gêné pour mentir abondamment dans cette émission. L'Afrique ne représente qu'1% du commerce extérieur de la France. La France a positionné ses troupes au Sahel. C'était juste pour empêcher que des terroristes ne prospèrent en Afrique, ensuite attaquent la France. Il dit tout ça devant des journalistes africains. Mon frère Kwamo est assis devant lui. Mon frère Noël Oumo est assis devant lui et personne ne lui porte une contradiction. Mais écoutez, pourquoi ces gens-là sont en Afrique? Si l'Afrique ne représente que 1% de leur commerce extérieur, pourquoi, diantre, ils pleurent quand on leur demande d'enlever leur base militaire? Pourquoi le général commandant américain d'Africom dit que le départ de cette base, le démantèlement de cette base, remet en cause les intérêts américains en Afrique, si ce n'est qu'une affaire d'1%? Et pour revenir à ce monsieur Normand, à qui je réponds incidemment, une fois de plus, j'ai déjà eu affaire à lui dans une émission où il a eu une belle déculottée dialectique. Je n'ai pas du tout aimé l'apathie de Théophile Kwamo et de Noël Oumo devant Nicolas Normand sur la chaîne YouTube Média. Je me demande, mais Théophile, prenez les Africains au sérieux. La chaîne, le média commençait à être l'une des chaînes de référence qu'on regarde et qu'on écoute sur YouTube. C'est quoi cette histoire? Vous prenez monsieur le Normand, monsieur Nicolas Normand, il raconte des âneries devant vous sur l'Afrique, personne ne le contredit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes d'accord avec lui sur quoi? Pour le laisser dire ça. Monsieur Normand a été ambassadeur de France. Ok. Jacques Chirac a été président. Mais monsieur Chirac, monsieur Normand dit que le commerce entre l'Afrique et la France ne représente qu'1% du commerce extérieur de la France. Entre Normand et Chirac, qui est mieux placé pour parler de ce que l'Afrique représente pour la France? Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écouté. Monsieur Chirac, venez ici, sortez de votre tombe, répondez à monsieur Normand. Moi, j'aurais été sur le média, quand monsieur Normand le dit, je lui dis, vous avez été ambassadeur de France. C'est un poste important. Mais il est infiniment moins important que le poste de chef de l'État français. Donc moi, je vais donner la parole à monsieur Jacques Chirac, qui a été 2 fois élu président de la République française, pour qu'il nous dise d'où vient l'essentiel de la richesse dont nous nous gargarisons en France. Monsieur Chirac, allez-y. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Ok. Merci, monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Entre un ambassadeur qui a eu une carrière d'ailleurs perlée et Jacques Chirac, ancien Premier ministre, 2 fois élu président de la République française, qui est le mieux placé pour dire ce que l'Afrique représente financièrement pour la France? N'importe quel abruti choisirait Chirac. Il n'y a aucun doute. Ce que Chirac dit est plus crédible que ce que dit M. Normand. Il dit par ailleurs que l'armée française a ses bases militaires partout. C'est pour combattre les terroristes pour qu'ils ne remontent pas. La question c'est qui a amené les terroristes en Libye? Qui a assassiné Kadhafi? Mais c'est l'OTAN. Et quelles étaient les 3 puissances qui étaient à la tête de la campagne de Libye en 2011 et qui ont agi
ouvertement en compagnie des deux grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Mais ce sont les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy et de Nagui Bokcha, et la Grande-Bretagne de David Cameron, qui pendant 6 mois ont bombardé la Libye. Ensuite, ils ont armé Al-Qaïda, armé l'État islamique pour attaquer le Mali, le Burkina, le Niger. Mais comment ces gens-là peuvent dire qu'ils viennent combattre des terroristes alors que tout le monde sait que ce sont eux qui les ont installés? C'est quoi cette logique de pompier pyromane? Et ça encore, j'entends M. Normand qui dit ça, qui dit comment ils sont venus empêcher que les terroristes remontent. Et il n'y a personne en face pour lui dire, mais ce n'est pas vrai. C'est l'alliance de l'OTAN qui est coupable de la déstabilisation du Sahel. Même le président Emmanuel Macron l'a avoué. Dans une interview accordée au Figaro, en juin 2017, il a dit « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Voilà ce qu'a dit le président Macron, fraîchement élu à la tête de la France. Donc, je ne sais pas comment on fait pour essayer de présenter les victimes comme des coupables. L'Alliance des États du Sahel sait très bien que la déstabilisation dont elle est victime est le fait des puissances alliées de l'OTAN qui, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, ont attaqué en Libye en 2011. L'AES le sait. Quand le président Goïta appelle le président Poutine, quand le président Tiani appelle le président Poutine, c'est pour lui dire ils veulent nous faire ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Parce que lorsque la délégation américaine était à Niamey, selon les comptes rendus que nous avons reçus, elle a ouvertement menacé le Niger, y compris en ajoutant une accusation farfelue selon laquelle le Niger vendrait de l'uranium à l'Iran pour permettre à l'Iran de développer ses armes nucléaires. Alors que, comme l'a rappelé le porte-parole du gouvernement nigérien, le colonel-major Oumarou Abdraman Djibo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, actuellement, au moment où je vous parle, il n'y a que la France qui continue l'exploitation du Niger, de l'uranium au Niger. Il n'y a pas d'autre entreprise qui extrait l'uranium au Niger jusqu'à l'instant de ce jour nous sommes encore le 27 mars 2024. Mais comment le Niger peut-il livrer de l'uranium à l'Iran alors que le Niger n'exploite pas encore lui-même son propre uranium et que c'est encore Orano, l'entreprise française, qui le fait? Donc, il faut que vous voyez très bien les échanges téléphoniques entre les présidents Tiani et Poutine, les présidents Goïta et Poutine, comme des invitations à un renforcement de l'alliance contre les menaces d'agression de style libyen, de style serbe, de style syrien, que l'alliance occidentale agite devant elle, devant l'alliance des États du Sahel. Ce sont ces menaces qui ont été entendues à Niamey. Et il faut que les Africains et les Africaines prennent cela au sérieux. Donc moi, le discours que je prends très au sérieux, sans doute à cause de sa naïveté et de son imprudence, c'est celui du commandant des forces américaines. C'est un discours qui indique que même s'ils acceptent de se retirer pacifiquement du Niger, eh bien, les faucons de l'impérialisme américain vont organiser des plans de déstabilisation contre le Niger. Je recommence. Même dans l'hypothèse où ils acceptent de se retirer bientôt, sans problème, il est à prévoir des nuisances organisées contre le Niger par les impérialistes américains. Écrivez ça. Et j'avais prévenu tout le monde. L'Afrique ne se libérera pas de l'impérialisme à peu de frais. Il s'agit d'un combat de longue haleine. Ils ne nous laisseront pas tranquilles en Afrique du jour au lendemain. Il y aura le service avant-vente, le service pendant la vente et le service après-vente de l'émancipation. Soyons vigilants. Ne nous croyons nulle part arrivés. La liberté est un combat renouvelé de chaque jour, de chaque instant, de chaque année, de chaque siècle, de chaque millénaire. Être éveillé, c'est veiller sans cesse à sa liberté. La souveraineté africaine ne deviendra jamais une évidence naturelle. Il faudra toujours que nous soyons en état d'alerte. C'est parce que les peuples africains avaient cessé d'être en état d'alerte qu'ils ont été soumis par les négriers, par les colons et par les impérialistes. Maintenant,
l'état d'alerte, c'est-à-dire l'état d'éveil doit être permanent. Vous comprenez? Donc voilà les choses que je voulais partager avec vous ce soir et vous dire que l'AES est en réalité en état d'alerte, de mon point de vue. L'Alliance des États du Sahel est en état d'alerte après la précision des menaces américaines contre le Niger. Le retrait concret des troupes américaines du Niger ne met pas fin à l'état d'alerte de l'Alliance des États du Sahel. Et ça fait partie des choses qui vont amener Diomaye et Sonko, nos frères qui prennent la tête du Sénégal, à comprendre qu'on ne peut pas espérer que les colonialistes, les négriers et les impérialistes changent leur manière inimitable de s'asseoir. On ne peut pas espérer ça. Celui qui bâtit sa politique ou sa vie sur l'espoir que ces gens la changent, eh bien, ne les connaît pas assez. Il ne les connaît pas assez, celui qui le fait. Mes chers amis, je vous remercie pour ce long trait, cette émission long trait. Ça faisait 2 jours que je ne vous avais pas parlé. Eh bien, je vous ai parlé depuis pratiquement 3 heures et vous étiez près de 10 000 personnes à suivre jusqu'au bout cette émission.